Le film vient de deux histoires qui sont arrivées le même été. Je parlais avec mon ami et scénariste Kamien Velkovski et il me racontait l'histoire de ce musicien, donc vous voyez la musique était dès le début, qui revient après une si longue absence dans sa ville natale pour donner le dernier concert de son mentor. Voilà. Et là voilà qu'il rencontre son double dans le visage d'un enfant. Donc c'est comme un conte fantastique. Et la musique va le conduire, et pas la musique, mais cet enfant va le conduire au mélodrame. Et tout d'un coup, le mélodrame où il retrouve les amours qui sont impossibles et les choses comme ça, etc. Et donc le mélodrame, c'est tissé de fantômes. Et d'un coup, je me suis dit, ça y est, on a le film. Et vous voyez, comme je savais qu'on explorerait le mélodrame, la musique était une dimension essentielle parce que la musique, elle apaise, elle calme la douleur. Comme je savais que les personnages allaient aller à travers la mort de Pierre, à travers des choses très violentes, des sentiments très violents, j'avais besoin de la musique qui vient réconcilier les choses quand les choses sont de rupture ou désespérées, qu'il fallait donner une lumière au spectateur, et la musique est cette lumière. Je préfère être seul, comme toi, tu es tout seul. Sois brillant demain soir. Alors, j'étais pas au courant, par exemple, que ça serait le morceau de Bach à la fin. Je connaissais pas tous les morceaux. Par contre, j'ai beaucoup écouté de musique classique, énormément. Et par hasard, j'ai écouté la Sicilienne de Bach, parce que c'est le générique de Breaking the Waves et que ça me fait pleurer. Et donc, j'ai écouté la Sicilienne de Bach pendant tout le tournage. Sinon, j'écoute beaucoup Pink Floyd. Pink Floyd, Massive Attack, plein de musique pour se mettre dans des atmosphères, j'ai l'impression. Ça, j'écoutais ça pour aller sur le tournage, dans la voiture. Voilà. La musique classique, c'est associé au film. Et le rock, c'est pour se mettre dans un... Ça m'apaise, en fait. La musique, ça me permet de me concentrer et de rentrer tout de suite dans un imaginaire qu'on a créé. Le choix des pièces était très difficile à faire parce que c'est des concertos pour deux pianos et il y a très peu de concertos pour deux pianos. Il y a les concertos pour deux pianos de Mozart. Alors les concertos pour deux pianos de Mozart, c'était pas possible parce que ça commence toujours avec une introduction avec tout l'orchestre qui dure pendant 12 minutes. Donc vous voyez, ça c'était pas possible. Et donc on est tombé sur Max Bruch, qui est un musicien pas très connu, qui a fait un Kaddish qui était très très beau. Et ce concerto pour deux pianos, il y avait le Bartók qui va retentir, etc., et qui nous conduit à la fin jusqu'au Bach, qui est une musique de réconciliation et d'enfance, surtout une musique d'enfance. C'est comme si Mathias avait jamais eu d'enfance. Vous savez, la vie des pianistes, c'est très très dur. Très très jeune, vous travaillez tout le temps. Et donc c'est un enfant. Mathias, c'est quelqu'un qui n'a pas eu d'enfance. Et peu à peu, au fur et à mesure du film, il va regagner cette enfance qu'il n'a jamais eue. J'ai levé les yeux. Je me suis vu. C'est dans mon tempérament. Chaque fois que les gens sont malheureux, je me dis, mais en fait, c'est un peu drôle. Et chaque fois que les gens sont très drôles, je me dis, ouais, mais ils sont un peu malheureux au fond. Vous voyez, je ne peux pas m'empêcher de mélanger la comédie avec le drame, parce que c'est quelque chose que je le vois dans la vie. Vous voyez, quand Charlot, il tombe, vous voyez, tout le monde rigole dans la salle et moi, ça me fait pleurer parce que je vois Charlie Chaplin qui tombe et je me dis, oh, il s'est fait mal. Et, vous voyez, et quand je vois des sentiments très, très violents, ça me fait rire parce que les gens sont captifs de leurs sentiments et ils sont perdus. Et du coup, je trouve ça drôle aussi. Et ce mélange de comédie et de drame, j'ai l'impression que c'est ma façon de voir le monde. Vertigo est un film qui est cassé en deux. Il est cassé en deux par la mort de son héroïne. Et donc, il y a deux héroïnes et il y a une cassure au milieu. Et là, je vous parlais de la généalogie du film, qui est entre le conte fantastique et le mélodrame, et qui est cassé en deux par une mort tout à fait tragique et dramatique qui vient séparer les deux histoires. Donc du coup, évidemment, ça nous guidait le souvenir de Vertigo. Mais regardez, c'est pas grave qu'il y ait une référence. Regardez Boulevard de la mort, le film de Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, quand il parle de son film, il dit c'est mon Vertigo. Vous voyez, parce que le film est cassé en deux par la mort de la jeune fille dans la voiture. Donc du coup, c'est cette façon-là des films de se répondre de l'un à l'autre que j'adore, quoi. Les films n'arrêtent pas de raconter la même histoire, de les changer, de les varier, de retourner, de revenir sur le passé, de rêver au futur. Ce soir, tu vas jouer pour moi, à ma place. Non. Je vais arrêter. Je peux pas vivre. Écoutez, je vais vous parler des acteurs. En fait, quand j'écrivais, vous voyez, je vous parlais de la scène, cette femme qui est dans un cimetière et qui raconte une histoire drôle. Je savais, j'avais vu Les Amandiers de Valéria Bruni Tedeschi, je savais que j'écrivais pour Nadia Tereskevich, c'était pour elle, voilà, c'était elle, c'était réglé, quoi. Et je comprenais pas mon personnage masculin.
Et donc, j'ai demandé à rencontrer François Civil. On s'est vu dans un café et je lui dis voilà pourquoi je le comprends pas. Je sais pas quel âge il a. Pourquoi il est passif? Quand est-ce qu'il fait des actions? Qu'est-ce qui est? Et François m'a ébloui au café et il avait 5 longueurs d'avance sur moi. Pendant tout le tournage, il avait 5 longueurs. Il se connaissait le personnage 1000 fois mieux que je le connaissais. Du coup, l'affaire était entendue. Quant à Charlotte Rampling, si Charlotte Rampling m'avait dit non, je crois que je faisais pas le film. Vous voyez, c'était pas. Elle m'a écrit une fois une phrase merveilleuse. Vous voyez, c'est que vous parliez de la fragilité, c'est-à-dire c'est un monstre, elle le dit, et pourtant elle est fragile, elle est vulnérable. Elle n'est pas fragile, elle est vulnérable. C'est pas tout à fait la même chose. Et elle m'a écrit un jour quelque chose. Elle me dit oui, mais alors dans la scène 67, mon personnage dit j'ai peur. Or, je suis Elena, et or, je n'ai jamais eu peur. Comment est-ce qu'on va faire? Et vous voyez, et tout d'un coup, on a travaillé autour de ça. Et c'est une femme, Charlotte Rampling, qui a un humour, une vitalité, une précision, etc. Et qui cherchait comment montrer cette vulnérabilité sans être peureuse. Parce que c'est une femme qui a toutes les audaces. Et c'est pour ça que c'était Elena. C'est vrai qu'avec Arnaud, on a beaucoup discuté. On a parlé de mon rôle essentiellement et de sa trajectoire. Parce que c'est l'histoire de Mathias qui rentre à Lyon et il va bouleverser des vies et moi je suis une des vies. Et on parlait de cette femme, à quel endroit elle était. Il m'a beaucoup parlé de cet endroit de fragilité où elle se trouve, où elle est tiraillée entre la passion, la raison. C'est une femme qui est très courageuse, qui est passionnée et qui en même temps a de grandes responsabilités. Qu'est-ce que c'est d'être mère jeune et dans le film, après, qu'est-ce que c'est d'être veuve et qu'est-ce que c'est d'être bouleversée en fait par des émotions, ne pas les contrôler, qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui l'est pas. C'était intéressant de parler d'un personnage qui est perdu et qui a besoin du film pour faire un choix. De tragique dans le cinéma d'Arnaud, les personnages peuvent vivre les choses intensément, ils vont loin. Quand on pleure, on pleure. Quand on crie, on crie. Il y a quelque chose de assez cathartique.